La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'OVNI. Cette semaine, nous vous faisons découvrir en exclusivité 5 conférences qui se sont déroulées dans le cadre de l'événement Zero to One à Nantes les 28 et 29 janvier 2026. Grâce aux organisateurs, notamment H7 et Ici Lundi, nous avons la possibilité de vous faire découvrir des parcours inspirants de fondateurs, de fondatrices, de C-level, de corporate, d'entrepreneurs, bref, tous ceux qui ont effectué ce passage de 0 à 1. Bonjour à tous, je suis Sébastien Lecorfec, cofondateur de ce qu'on appelait West Web Valley à l'époque, renommé Explore et Épopée Gestion. Je viens de Brest, on a des bureaux sur Nantes, Paris et Bordeaux. Et on a à peu près 820 millions sous gestion et on investit dans des startups du territoire comme Shopopop, Scribe qui était là aussi hier, Guest Suite, Mister Suricade, voilà. Et Arnaud, alors dis-nous qui tu es exactement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. 30 secondes pour dire qui je suis. Donc Arnaud Laurent, 38 ans, marié, 2 enfants de 6 et 9 ans. Je suis un entrepreneur depuis 20 ans déjà. Je crois que j'ai commencé un vrai entrepreneur. 2005. Je pense que je suis un ovni parce que je connais pas beaucoup de VC qui ont commencé par être artistes, DJ, coproducteurs de soirées, qui ont bossé dans les télécoms et qui finissent dans ce métier du venture plus par hasard, rencontre et passion profonde pour l'entrepreneuriat. Et avant de commencer, parce que c'est assez dur de passer après la conférence qu'on a entendue, je voudrais juste qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour les organisateurs de cette conférence parce que ça fait 10 ans que je fais des confs. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi bien préparé. On se sent en famille. Moi, je me sens un peu chez moi ici, alors que c'est pas ma ville. Voilà, je vis pas ici, mais voilà, plein de têtes connues, de gens. Donc, il y a une vraie énergie à Nantes. Je pense qu'il y a quelque chose de spécial ici. Et donc, très content d'être là. Allez, c'est parti. En préambule de cette conf, donc être un ovni sur son marché, ce que fonds et fondateurs ont en commun. Si il y a des startups dans la salle, il faut vraiment qu'elles comprennent que nous, fonds d'investissement, on a autant besoin de startups que ces startups ont besoin de fonds. On est sur la même, vraiment au même niveau, même égalité. C'est parce que souvent il peut y avoir ce sujet-là. Bah tiens, les fonds ont le droit de vie ou de mort sur telle ou telle startup. C'est complètement faux. On a besoin de startups, de deal flow. Alors, basiquement, comment tu répondrais à cette question? Qu'est-ce que les fonds et les fondateurs ont en commun? Beaucoup plus de choses que on veut bien le laisser entendre ou le faire croire. En fait, c'est vrai que c'est facile de prendre ces histoires où ça se passe mal entre un fonds, etc. Ça reste pas la majorité des cas. Ça arrive. Le désalignement dans le business, ça m'est arrivé aussi. Je me suis fâché avec des associés. Ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, ce que je vois, moi, pour être, en tout cas depuis 10 ans, business angel, accélérateur de start-up, venture capitaliste, c'est qu'effectivement, les fonds ont besoin des entrepreneurs, les entrepreneurs ont besoin des fonds. Toi, la dimension entrepreneuriale, parce que souvent, ce sont des entrepreneurs qui montent des fonds. Toi, le premier truc que tu nous dis, c'est que déjà, moi, j'étais entrepreneur, donc je peux vous comprendre, vous, entrepreneur. Ouais, c'est vrai qu'en fait, si on regarde la plupart des sociétés de gestion françaises, ce qui s'est passé, c'est que souvent, c'est des équipes qui ont pris leur indépendance par rapport à une grande banque. Donc, c'est des entrepreneurs, mais ils sont partis déjà avec un actif, déjà 100, 200, 300 millions sous gestion. Par contre, si on regarde les 600 sociétés de gestion françaises et peut-être les 50, 60 sur le venture capital, des vraies sociétés de gestion qui se sont construites from scratch, de zéro, par des entrepreneurs, je pense que ça se compte quasiment sur les doigts des deux mains. Et donc, je pense que ce qui est très important pour un entrepreneur, au moment justement de s'associer avec un fonds, c'est d'être très clair sur avec quel type de partenaire il veut s'associer. Parce qu'effectivement, il y aura quelqu'un en bout de ligne qui lui dira « je te l'avais bien dit », mais en fait, la question, il faut se la poser avant. Moi,
en couple, enfin, je sais pas, je vais faire une anecdote, mais avant d'aller acheter la bague et de demander à ma femme si elle voulait bien m'épouser, je me suis posé toutes les questions quand j'étais devant cette bijouterie. Je me suis dit, est-ce que j'ai envie de passer les 20, 30, 50 prochaines années avec Clémence? Et ben en fait, avec un Vici, c'est pareil. Est-ce qu'on a envie de vivre avec cette personne-là pendant les 10 prochaines années? Mais justement, en rentrant dans le vif du sujet, vraiment l'alignement, entre fonds, et start-up, est-ce que c'est pas un mythe au final cette histoire d'alignement fonds, start-up? C'est pas un mythe. En fait, ce que je dirais juste, c'est que ça se travaille. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui ne le travaillent pas assez. Si je vous donne un exemple, moi, j'ai vraiment cette culture du rythme du business, à la semaine, au mois, au trimestre, et de l'alignement. Si je partage un tout petit peu les coulisses d'OVNI pour que les gens comprennent bien, j'ai créé cette société de gestion en 2021, je suis parti vraiment seul. Je me suis associé avec des entrepreneurs à succès parce que dans l'ADN entrepreneurial de ma société de gestion, je voulais qu'on soit plus du côté des entrepreneurs et moins du côté obscur de la finance. Hem et en fait, petit à petit, j'ai agrégé des gens dans mon parcours. Thomas Renaudin, sportif de haut niveau, Augustin Sayer, qui a vécu 20 ans à New York, plutôt banquier, financier, qui a bossé chez Newfond, Mathieu Stéphanie. Et en fait, je suis allé chercher ces gens-là, mais j'ai été très clair sur quelle était ma vision, quel était le projet, qui décide, qui détient 51% du capital. Et en fait, ça, je le questionne tous les ans, tous les trimestres. Et cet alignement-là, je l'ai avec mes associés, mais je l'ai aussi avec les entrepreneurs qu'on finance. Voilà, hier, je donne un exemple. J'ai mis 1 million dans une boîte en octobre. Hier, j'ai passé 1h30, 2 heures avec Jean-Baptiste Kempf, le fondateur de VLC, et on s'est réaligné. Ok, qu'est-ce que tu as fait? Tu as recruté 20 personnes. C'est quoi le plan? Etc. Il m'a envoyé un texte ce matin, il me dit « Ah, t'as l'air fatigué, machin, etc. » Mais en fait, cet alignement-là, entrepreneur-fond, c'est ça. C'est des moments, des réunions, etc. C'est pas 4 fois dans l'année, tu fais ton board, etc. En fait, ça se travaille. Donc pour moi, c'est pas un mythe, c'est juste que c'est une volonté commune de l'entrepreneur et du fonds de garder cet alignement et cette dynamique en permanence, chaque semaine, chaque mois, de rester dans ce tempo-là ensemble. Ouais, c'est vrai que le point en commun qu'on peut avoir entre nos 2 sociétés de gestion, c'est que, ce sont des fonds d'entrepreneurs pour les entrepreneurs et parce que tu es passé par là comme nous, on est passé par ces situations-là. Pour toi, ouais, c'est quoi la plus grande illusion, que les fondateurs de start-up ont sur les fonds, et inversement, ouais? Il y a dans cette histoire de mythe, La plus grande illusion, c'est de pas comprendre que moi, je suis là pour faire du TRI, quoi. Voilà, en réalité, moi, ce que je peux vous dire, c'est avec OVNI Capital, on a les 60 millions. Il y a 200 personnes que j'ai regardées les yeux dans les yeux, comme je suis en train de vous regarder, et à qui j'ai dit, je sais pas, je vais prendre un nom au hasard, je vais dire Mathieu. J'ai dit à Mathieu Stéphanie, investis 100 000 euros dans le fonds. Sur 5 ans, tu dépenses 20 000 euros par an. Et dans 10 ans, je vais peut-être te rendre x2 ou x3 la mise. Moi, Arnaud Laurent, je me suis engagé moralement avec ces gens-là, plus 3 acteurs institutionnels qui nous ont fait confiance. C'est hyper rare. First Time Team, First Time Fund, marché de merde, lever 30 millions auprès de 3 instituts, ça n'existe que dans les rêves. Et il y avait une chance sur 100 qu'on le fasse. Mais moi, j'ai regardé ces gens-là en leur disant, moi, mon job, c'est de faire x3 ou x5 avec l'argent que tu me confies. Et donc, l'illusion des entrepreneurs, c'est de croire que Arnaud Laurent, c'est un philanthrope qui est là par amour de l'entrepreneuriat et qui va financer tous les entrepreneurs qui croisent. Mais non, en fait, je suis dans une industrie, j'ai des compétiteurs. J'ai 50 fonds contre qui je me bats et qui rêvent de faire une meilleure perf que moi, de retourner sur le marché en disant, OVNI, je les ai défoncés. Ils ont un terrain de merde. Regarde, nous, on est meilleurs. C'est ça l'environnement dans lequel je me bats, moi, tous les jours. Hein. ouais, non, clairement, ouais, je vois de quoi tu parles. Donc là, on parlait de ce fameux mythe de l'alignement. Autre sujet, je trouve peut-être, c'est le temps. C'est une incompréhension au final un tout petit peu fondamentale. Le fonds a une durée de vie. Une start-up
Non. Comment tu vois tout ça et comment s'adapter et qui doit s'adapter? Alors, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que les startups n'ont pas de durée de vie. Euh, Sur le papier, les entreprises, effectivement, n'ont pas de durée de vie. Tu crées ta boîte, c'est pour 99 ans, etc. Dans la vraie vie, les fondateurs qui sont aux manettes de la startup, ils ont une durée de vie. Et moi, j'ai pas vu des entrepreneurs ces 20 dernières années suivre ce rythme effréné et ce tempo pendant 20 ans avec la même dynamique. Donc la réalité, c'est qu'un entrepreneur, il a aussi un tempo. Dans notre univers, on n'a pas moins de capitaines d'industrie. Ouais, mais il a un tempo parce qu'il a des enfants, parce qu'il a d'autres projets, etc. Donc il a un tempo. Et c'est vrai que les fonds, au moins, c'est clair dès le départ. Nous, on a un tempo, c'est 10 ans. 5 ans pendant lesquels on investit, 5 ans pendant lesquels on désinvestit, plus 2 ans qu'on peut rajouter, donc 12 ans. Mais si on regarde un fonds comme celui d'Isaïe, qui est un des premiers qui a financé Blablacar, c'est un fonds qui a été lancé en 2010. On est en 2025-2026. Mais le fonds, il n'est pas clos. Pourquoi ? Parce que même une unicorn comme Blablacar, en fait, à un moment donné, il faut un exit si on veut rendre l'argent aux souscripteurs. Donc, ils ont sorti partiellement, ils ont fait une très belle perf. Aujourd'hui, c'est un des acteurs clés. Moi, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'a fait Isaïe et j'ai pas du tout honte de le dire. Mais en fait, les entreprises ont aussi des tempos, les fonds aussi, et on parlait d'alignement. La clé, c'est juste de pas cacher ce calendrier. Moi, j'ai vu des entrepreneurs cette semaine. Hier soir, à 22h, j'ai fait un commit de 1,5 million dans une boîte. Je lui ai dit, Bastien, je suis à 3 ans et demi de la durée du fonds. Ça veut dire que moi, dans 6 ans et demi, je suis censé rendre l'argent. Si on n'explique pas ça au fondateur, là, la base de départ, elle n'est pas saine. Mais si, en tant qu'entrepreneur, je le regarde dans les yeux, je lui dis, là, moi, dans mon tempo, je suis à 6 ans et demi, en fait, par rapport à Acceptio, que certains ont vu hier sur scène, qui est le premier deal d'OVNI Capital, que tu as fait que j'ai financé tout seul avant qu'Isaïe arrive, j'ai dit à Romain Delphine, c'est cool. On est première année de vie du fonds, vous avez 10 ans. Je leur ai pas menti, en fait. Je pense que le vrai problème, c'est si on se raconte des histoires et qu'on se dit pas cette vérité-là. Et justement, à partir de quand le calendrier du fonds devient toxique pour la stratégie du fondateur? C'est une très bonne question. Il est toxique si le fonds est toxique. Moi, par exemple, sur la question des sorties, je considère que c'est pareil. En fait, les entrepreneurs ne se rendent pas compte à quel point c'est eux qui ont le contrôle. Parce que soit le fonds est majoritaire, c'est pas du tout mon métier, mais dans ce cas-là, c'est lui qui décide, etc. Mais en réalité, une vente, elle se fait très rarement, en tout cas dans des bonnes conditions, sans l'accord des entrepreneurs. Les acquéreurs, ils sont pas idiots. Pour faire tourner une machine un peu complexe, une boîte qui fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, il va falloir garder un capitaine. Je parle pas de toutes les étapes d'après, type LBO, etc., private equity. Mais donc, pour moi, le calendrier d'un fonds, il peut devenir toxique si les relations se sont tendues, si ça fonctionne plus au niveau de la gouvernance et du board. Pour l'instant, à titre personnel, je vais peut-être toucher du bois si j'en vois, mais ça ne m'est jamais arrivé d'être toxique pour un entrepreneur par rapport à mon calendrier. Combien de participations aujourd'hui dans OVNI ? Nous, on a fait 17 investissements aujourd'hui, donc il nous reste pas mal d'argent à déployer dans les 18 prochains mois, en fait, sur cette période d'investissement de 5 ans. Ce sont des tickets de combien chez OVNI ? Nous, on fait des tickets entre 500 000, c'est quand même vraiment plutôt le minimum. On a fait quelques exceptions à 200-300 000 jusqu'à 1,5 million. Est-ce que tout le monde, qui dans la main comprend parfaitement le business model d'un fonds ? Vous pouvez lever la main ? En fait, juste pour vous réexpliquer comment ça marche. Un fonds de 50 millions, c'est très simple. Vous avez 2% de frais de gestion sur 10 ans. Donc, vous pouvez jeter à la poubelle 8 millions de fees. C'est ce qui paye nos salaires et toute la mécanique de la société de gestion. Ça vous laisse 42 millions. Qu'est-ce que vous faites avec ces 42 millions ? Vous faites 20, 22, 25 millions de premiers chèques et vous gardez 15 millions pour réinvestir sur 3 ou 4 champions. Ça, c'est pareil. Si je ne le dis pas à l'entrepreneur, je ne dis pas je vais faire 30 lignes, mais il n'y en a que 4 ou 5 que je vais refinancer et c'est les meilleurs, je pars sur des mauvaises bases. À partir du moment où c'est dit, c'est clair. Soit le BP que tu m'as vendu, tu le fais, je te remets jusqu'à 5 millions, soit tu le fais pas et je suis désolé. Mais en fait, c'est pas mon métier et moi, je dois arbitrer.
Ouais, et justement, on arrive clairement dans cette histoire de risque. Même mot, mais réalité opposée, côté fonds et côté entreprise. Un fonds diversifie le risque, un fondateur le concentre, parce qu'en général, tout son patrimoine est dans la boîte. Du coup, est-ce que l'on peut parler vraiment de prise de risque côté fonds d'investissement? Et je suis du bon côté, c'est moi qui fais les interviews, j'ai des réponses, mais... Je vois qu'il nous reste 15 minutes, si ça vous va, je fais juste une petite aparté pour expliquer mon rapport personnel au risque. Je suis parachutiste, ma femme aussi, j'ai des milliers de sauts en parachute, j'ai fait tous les sports possibles et imaginables à sensation, et donc j'ai perdu beaucoup de copains. On parlait de la mort des boîtes, etc. Moi, j'ai perdu même mon témoin de mariage dans un accident de parapente il y a 2 ans. Je considère que cette prise de risque, c'est pas cool de dire qu'elle n'existe pas pour le fond, et c'est faux. C'est faux pourquoi ? Moi, j'ai mis toute ma vie dans OVNI Capital. J'ai 90% de mon patrimoine dans mes fonds et dans ma société de gestion. Donc, je suis pas diversifié. J'ai pas fait de l'immobilier, j'ai pas fait autre chose. J'accepte l'échec et je deviens pas vénère avec l'entrepreneur quand ça se passe mal. Ça fait partie du jeu. Et donc, oui, on n'a pas forcément le même rapport au risque, encore que moi je suis très agressif sur mes prises de risque, que ça soit dans mes loisirs ou dans mon métier, mais on n'a pas aussi le même upside. Un entrepreneur, quand ça se passe très bien pour lui, il va gagner beaucoup d'argent, versus nous, où on a un modèle où on va avoir beaucoup de casse. Donc en fait... Et puis tu as tes souscripteurs par A, par B. Toi, tu prends une partie de tes par B en part de surperformance. C'est un peu différent. Tout va pas dans ta poche directement quand il y a la plus-value. Ouais, alors peut-être pour expliquer ça aussi, les gens s'en rendent pas compte, mais quand on gère un fonds de 60 millions, comme c'est le cas, moi on me demande de mettre 1 à 2% du fonds que je gère. Enfin, moi, ma femme, ça fait plusieurs fois qu'on a la discussion et que ça la gonfle, que en gros, je mets tout ce que j'ai dans les fonds que je gère. Et donc, on n'a pas forcément la même prise de risque, mais il y a un coût d'opportunité pour chaque investissement que je fais. Et je suis très clair avec les entrepreneurs. Moi, quand je prends un pari, c'est un pari que je peux pas prendre. Voilà, j'ai 30 tickets par fonds. Donc, il y a une vraie prise de risque par les fonds et par les entrepreneurs. C'est pas exactement la même, mais elle est bien réelle. Ouais. Et du coup, y a-t-il des décisions que seul un fondateur peut assumer et qu'un fonds ne devrait jamais imposer? Toujours sur la partie risque, ouais. Déjà, ma conviction profonde, c'est qu'un fonds ne doit rien imposer. Si vous avez un fonds qui impose, trouvez une solution, dégagez-le. Enfin, c'est pas du tout la genre de relation que vous devez avoir avec un fonds. Je vois qu'il y a si vous pouvez. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui trouve que c'est l'entrepreneur qui a la vision, c'est l'entrepreneur qui sait, il faut respecter ça. Donc, idéalement, l'entrepreneur, il garde une majorité de droits de vote ou même de droits économiques de sa boîte. Un bon exemple d'un entrepreneur que j'adore et dont on a parlé avec des gens ce matin qui s'appelle Tay Chris, il a fait un système où il s'est octroyé très vite des doubles votes. Et donc, il a laissé les fonds à sa place. C'est la startup On-Off. On-Off. Qui fait combien d'ARR? 30 millions d'ARR. Et donc, c'est un mec qui s'était jeté de la Tour Eiffel. Tous les fonds de la place parisienne ne le prenaient pas au sérieux il y a 10 ans. Il aurait pu faire encore mieux et avoir la trajectoire d'un Aircall, mais c'est déjà magnifique ce qu'il a fait. Et là où il a été intelligent, c'est que très tôt, il s'est posé la question « Qu'est-ce qui est important pour moi ?» de rester maître à bord. Tous les business angels qui ont investi, ça c'est un bon conseil à prendre, il les a groupés dans une holding d'investissement et c'est lui le président et donc c'est lui qui a les droits de vote. C'est un peu léonin. Mais en fait, c'était important pour lui de garder la vision et le contrôle et je pense que c'est ce qui l'a sauvé. Parce que dans tous les bas qu'il a eu, s'il avait perdu ce contrôle-là sur sa boîte, probablement qu'il y aurait eu ces tensions au niveau du conseil d'administration et que les fonds
n'auraient pas pris les bonnes décisions. Ouais, justement, on arrive sur ces sujets vraiment de pouvoir, qui décide vraiment et quand ça va mal, il faut avoir anticipé tout ce qui est board, pacte, reporting, tout ça. Est-ce que tu as des conseils, à donner? Bon, tu as vécu ce que tu viens de nous dire, il y a l'histoire de Tetris avec on-off, mais voilà, est-ce que tu as d'autres, petits tips à donner? Ouais, je vois trop souvent des entrepreneurs se battre sur des questions à la noix et pas sur les vrais sujets. C'est-à-dire que je vois des entrepreneurs qui sont prêts à, parce que ça va faire bien avec les copains de dire qu'il a une valo à 12 millions et pas à 11, se battre là-dessus. Et en fait, filer 2 board seats aux investisseurs, être loqué sur toutes les décisions qu'il va prendre. Enfin, en fait, il y a 15 ans, il y avait des excuses. J'ai un associé qui s'appelle Julien Coulon, dont la boîte a été vendue un peu contre son gré. Ça s'appelait Cedexis, il a levé 30 millions, il avait perdu la majorité. Et du coup, il s'est dit, j'ai pas compris. Et il est passé du côté VC, et avec moi, on a voulu créer cette aventure entrepreneuriale où justement, on est un fonds différent, on est un ovni, on a un entrepreneur, un ADN entrepreneur friendly. Mais en fait, donc, il faut, en tant qu'entrepreneur, au moment de la négociation, se poser les bonnes questions. Et il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Vous prenez le pacte, vous le foutez dans ChatGPT, dans Mistral, dans n'importe quoi, et vous posez la question. Et vous lui dites, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est market practice? Est-ce que c'est pas market practice? En tout cas, moi, si j'étais entrepreneur aujourd'hui et que je levais un seed round, je serais beaucoup plus vigilant sur mes board seats, comment va évoluer ma gouvernance, cet équilibre, etc., que sur la valo. En fait, il faut choisir ses combats. Ouais et justement, aujourd'hui, comme tu dis, les LLM, aident vraiment, là-dessus. Des 2 côtés, il y a plein de non-dits au final, côté, fonds, ou entreprise. C'est quoi pour toi les sujets que les gens n'osent pas dire, des 2 côtés? Vu que tu as le passé d'entrepreneur et d'investisseur, même si, tu es un entrepreneur avec ta société de gestion, ouais. Ouais, en fait, sur les non-dits, c'est vrai que je pense qu'un entrepreneur, avant de s'associer avec un fonds d'investissement, il doit faire sa due diligence. Il doit demander au fonds, c'est quoi sa performance, où est-ce qu'il en est dans sa vie du fonds, comment il réagit quand ça se passe mal. Euh, je vais donner un exemple. Moi, j'ai financé des boîtes qui sont allées au tapis. Enfin, c'est super facile pour un entrepreneur d'aller sur LinkedIn, de contacter les fondateurs et de demander comment Arnaud Laurent a réagi quand la boîte s'est plantée. Est-ce qu'il est allé le soir du tribunal de commerce ou avec le liquidateur boire des bières avec le fondateur, ou est-ce qu'il est allé racler pour récupérer 20 000 euros et qui s'est comporté comme un, ouais, comme un salaud? Et moi, je peux le dire. Vous pouvez poser la question à tous les entrepreneurs que j'ai financés ces 10 dernières années. Je ne me suis jamais mal comporté. Parce que ma promesse à mes souscripteurs, c'est je vais vous délivrer du TRI, mais je suis un mec bien, et en fait, je ne me comporterai pas mal avec les entrepreneurs. Là, on a Arnaud Laurent, tu dis: «Mec bien», je confirme, tu es un mec, bien. Après, tu fais pas tout seul. Tu as tes collaborateurs dans la société de gestion. Comment tu gères tout ça? Parce que peut-être ils ont pas ton passé d'entrepreneur, ils ont peut-être pas ton ADN, ta personnalité. Comment ça se gère aussi? Ouais, parce que beaucoup font confiance à Arnaud Laurent et à OVNI, mais après s'il y a une équipe aussi. Alors, c'est une vraie question. Il y a un outil qui est sous-exploité par les startups, c'est le Culture Deck. Il y a de la littérature là-dessus. Un Culture Deck, c'est quoi? C'est un document de 10 ou 15 pages où vous fixez les règles. Et donc, moi, typiquement, ce Culture Deck, je le fais vivre. Et j'explique plein de choses dans mon Culture Deck. Je vais parler d'un sujet sensible et dont on parle jamais. Le rapport des hommes et des femmes dans l'industrie, l'environnement concret. Ben moi, j'ai fait un slide complet là-dessus où j'explique que OVNI, c'est une safe place, qu'on doit faire attention à notre environnement et que tous les gens qui viennent dans nos soirées, dans nos événements, etc., doivent se sentir à l'aise. Si je vois n'importe quel comportement de quelqu'un dans une assemblée qui dérange une femme, un homme, un stagiaire, etc., mais en fait, je ne laisse pas passer ça. Et donc ça, c'est votre culture deck, c'est l'âme de votre entreprise. Et donc en fait, ça s'écrit et moi, je le fais signer. C'est-à-dire que tous les ans,
quand je fais mon AGM, je mets à jour mon culture deck et j'envoie ça en signature, en DocuSign à tout le monde. Et s'il y a un collaborateur qui s'est mal comporté avec un entrepreneur, la première page du culture deck, c'est marqué. Donc après, tu as aussi le pouvoir. Et le dernier truc, c'est que les entrepreneurs, désolé, mais vous manquez trop de courage par moment. Oui, vous montez des boîtes, etc. Mais c'est putain de décisions difficiles. En fait, de virer le mec qui se comporte mal, de dire au fond, non, là, tu dépasses les bornes, c'est pas ton rôle, c'est moi l'entrepreneur. Ok, ça, c'est moi qui décide. En fait, il faut être capable de le dire, en fait. Le temps file. En conclusion, est-ce qu'un bon entrepreneur peut faire un bon investisseur et inversement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui switchent de l'un à l'autre et c'est une question qui est compliquée. Mais on ne l'avait pas prévu. Mais en tentant d'en parler, voilà. Ouais, c'est une question très compliquée, surtout que un bon investisseur, tu le sais au bout de 10 ans, Exactement. tu as ce doute. Je pense que c'est pas du tout les mêmes qualités qu'il faut. Si je donne un exemple, pourquoi je suis très heureux de m'être associé avec Augustin Sayer, c'est que je pense qu'en fait, un entrepreneur, il a qu'une seule vue. Et en fait, il faut avoir les deux vues, avoir un peu ces deux côtés de la barrière et apprendre. Donc, moi, je grandis. Tu vois, je pense que je suis en train de devenir un ovni parce que je suis une espèce d'éponge qui va se nourrir d'un Mathieu Stéphanie, qui prend tout le savoir de Mathieu Stéphanie en 2-3 ans, qui fait des podcasts avec lui, machin, qui prend tout le savoir d'un Augustin Sayer sur sa finance, sur son accès à l'international, etc. Je dirais que c'est quand même deux métiers très différents, entrepreneur et investisseur, et que les entrepreneurs qui arrivent à faire la bascule et devenir investisseurs, c'est ceux qui sont capables de mettre suffisamment d'énergie pour apprendre ce nouveau métier. En fait, il faut arriver à désapprendre, à réfléchir différemment, à repenser. Voilà, à repenser. C'est pas du tout les mêmes métiers. Et surtout, dans ce cas-là, il est capable de comprendre les nuits de l'entrepreneur qui sont extrêmement difficiles. Et ça, c'est vraiment, je trouve, hyper important de toujours respecter les entrepreneurs quand on est un investisseur. Ouais. C'est le premier bullet point de mon slide deck. En fait, c'est les entrepreneurs qui me donnent de l'argent. Moi, avant d'avoir les 3 instituts, j'avais 200 LP. C'est 200 entrepreneurs qui ont monté des boîtes, qui les ont vendues et qui pourraient faire de l'immobilier, qui pourraient faire autre chose, mais qui décident de se dire je renvoie l'ascenseur, je soutiens l'écosystème qui m'a fait grandir. Donc moi, en fait, les gens qui payent mon salaire et qui financent le billet de train d'Arnaud Laurence, sa nuit d'hôtel, etc., c'est des entrepreneurs. Les gens que je finance, qui vont me faire gagner de l'argent dans 5 ans, 10 ans, c'est des entrepreneurs. Donc le respect des entrepreneurs, mais c'est le socle. En fait, il y a rien d'autre qui est possible. Au final, tu réponds à la question. Beaucoup de points communs entre fonds et fondateurs, c'est bien ça? Ouais, plus que ce qu'on pourrait laisser entendre dans les articles de presse, je pense. Ok, merci beaucoup. On peut applaudir bien fort, Arnaud. Merci beaucoup.